habiller un jeu de guerre en disant que ça se passe dans l'espace. Il faut essayer de trouver, en tant que game designer, un gameplay. Voilà, bien sûr, d'incarner dans le gameplay les thématiques que l'on souhaite traiter. Je reprends l'exemple d'Android dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, des jeux d'enquête, il en existe. Du Cluedo à des jeux plus récents et très élaborés. C'est une logique de jeu qui est pas très courante, parce que c'est un véritable casse-tête en termes de game design. Le mérite d'un jeu comme Android, c'est que sans aborder la thématique du doute, de la culpabilité par rapport à la personne qu'on recherche et qu'on chasse, comme dans Blade Runner, il y a véritablement cette idée de réussir en nuisant aux autres, ce qui est vrai dans beaucoup de jeux de type compétitif. Dans ce jeu-là, vous le ressentez beaucoup plus efficacement. Et si vous avez le sommeil léger, vous ne risquez de pas dormir la nuit si vous avez gagné, parce que ça implique vraiment que vous ayez saboté le jeu des autres sciemment et que vous avez tourné toute votre partie là-dessus. Et elle est implémentée dans ce jeu de façon très efficace. Moi, à l'inverse, quand j'ai travaillé sur Warsaw, un jeu qui est sorti, c'est John Doe, qui est une uchronie qui se passe 50 ans après que la Première Guerre mondiale continue, dans un huis clos qui est devenu le Varsovie. J'ai vraiment travaillé avec Willy Favre au système, en lui demandant de faire un système où la survie devait être collective, quoi. Un individu isolé finissait forcément par manquer de quelque chose, de ressources, de nourriture, de combativité, de connaissances, finissait par mourir. Et donc la survie passait par le groupe avec la création d'une faction qui m'a inspiré de Conspiratix pour le coup. Et sauf que moi, il n'y avait pas des points de faction, c'est-à-dire que c'est le joueur qui doit prendre sur son quota de points de création pour créer une faction, et les joueurs mettent en commun ces points dont ils ôtent à leur personnage. Ça leur coûte vraiment de construire cette faction, et plus ils sacrifient de leurs propres points, plus ils construiront une faction avec des meilleures installations, des ressources, des personnes, des armes, etc. Et donc c'était la volonté que ça passe par le collectif, quoi. C'est marrant, c'est quelque chose qu'on retrouve également pas mal dans les nouvelles versions de Donjons & Dragons, c'est les dernières éditions, que ce soit la 3.5, Pathfinder ou si j'ai bien compris la 4, bon, je sais pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des jeux, contrairement aux anciennes éditions des années 80-90, où effectivement les scénarios étaient écrits parfois pour 6 à 8 personnages, etc. Là, on est vraiment plutôt dans des scénarios écrits pour 4. Je dirais, alors 4, vous avez généralement, en tout cas je parle pour la fantasy, vous avez des archétypes, c'est-à-dire le guerrier, le prêtre, le magicien et l'expert, enfin roublard si vous voulez. Et si ces 4-là ne fonctionnent pas de manière extrêmement étroite, coordonnée, etc., si chacun ne joue pas vraiment avec les autres, ça marche pas. La partie va vite s'arrêter. Je repense à un jeu de rôle très efficace qui est Paranoia. Ah oui, c'est vrai. Il y en a tous, voilà. Tous fait des parties. Et où là, pour le coup, je trouve que la problématique du clonage est intéressante. Tu as tout à fait raison, c'est un très bon exemple où il y a, effectivement, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais il y a une adéquation très forte entre la science-fiction et le gameplay. Oui, du coup, il faut peut-être, effectivement, parce que là, il y a un gameplay particulier, il faut peut-être présenter rapidement ce que Paranoia est pour les gens dans la salle, je ne sais pas si tout le monde voit. C'est un jeu des années 80, Western Game, je ne sais plus. Western Game 80. Et alors, le principe, c'est qu'on vit tous sous terre depuis tellement longtemps qu'on a oublié même qu'il y a une surface, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, visiblement, il s'est passé un truc. La vie est, comment dire, de tous les jours, elle est gérée par un grand ordinateur. Et nous sommes des clones, c'est-à-dire qu'on est des numéro 1, numéro 2, je crois qu'on a 7 clones ou un truc comme ça. Et pourquoi on en a 7? Il y a aussi une raison de gameplay assez particulière, c'est que nos personnages meurent extrêmement facilement, parce que si on dit des choses qui ne vont pas, le grand ordinateur nous envoie nous faire réformer, sous-entendu on meurt puis on joue le clone numéro 2. Là, il y avait vraiment un impact dans le gameplay de l'univers. C'est vrai que c'est un des rares exemples où on a quelque chose de... Le jeu, cela dit, est humoristique, et c'était vraiment très 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 drôle. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'en parle au passé, mais c'est un jeu absolument extraordinaire. Et on prend plaisir à perdre ses clones en fait. Donc c'est le verre d'eau qui... la mort est souvent tragique, quand on perd son personnage on n'est jamais content. À Paranoia, on a toujours le sourire aux lèvres. On meurt de manière totalement absurde. Quelle est la mort la plus absurde? C'était finalement les Darwin Awards avant l'heure. Alors il y a un jeu aussi, alors plus récent celui-là, c'est Eclipse Phase. Voilà, dans lequel il y a des problématiques pour le coup qui sont très très bien exploitées. Cette idée d'homme-machine, voilà, de transhumanisme et de désincarnation. Alors j'ai pas eu le bonheur d'y jouer, mais j'en connais les fondements. Mais peut-être que vous voyez, nous en parler. Non, j'ai juste lu les previews qu'il pouvait y avoir, et effectivement on est vraiment sur
jeu qui est un peu plus art science, un peu plus transhumaniste, où on peut transférer sa conscience d'un corps à un autre, gradé, etc. C'est pour moi un peu la version moderne de ce que pouvait être le cyberpunk dans les années 80-90, qui est maintenant un peu dépassé. Et voilà, alors, effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a effectivement un jeu de rôle qui, lui, a été fondateur pour plein de personnes, qui est Cyberpunk. Non seulement il était fondateur parce qu'il a initié plein de romans derrière, même s'il vient de... Voilà, c'est lui-même initiateur de création littéraire, mais surtout c'est que le gameplay qui était à l'intérieur de ce jeu de rôle, en particulier le gameplay sur la matrice, sur le fait de rentrer par un appareil informatique dans une matrice qui aujourd'hui s'appelle Internet, ça a été pour nous tous, ça a été, je le dis franchement, ça a été l'expérimentation de ce qu'allait devenir Internet. Internet n'existait pas, personne n'en parlait, ça n'existait pas. Donc quand on a joué à Cyberpunk, ça nous a fait réfléchir sur qu'est-ce que ça voulait dire être connecté, des milliards d'humains connectés, etc. Donc là, effectivement, il y a une adéquation très forte entre le ludique. Là, ça revient. Ouais, c'est bien que tu aies parlé paranoïa parce que ça fait revenir les... Et on y a joué pendant des années à ce jeu, et ça a été pour nous une façon d'explorer ce qu'allait devenir notre présent aujourd'hui. Avec la question du hacking qui est très importante, parce que là elle fait partie du gameplay au sens où les joueurs vont souvent interpréter des gens qui luttent contre des groupes, des mégacorporations qui défendent. C'est ASNG, on a tous joué à ASNG avant l'heure. Voilà. Oui. Ouais. J'avais un truc à dire mais j'ai oublié. Oh, c'est de ma faute. Donc effectivement, donc ça veut dire que on peut quand même dans les jeux de rôle trouver un peu plus de ludique et d'adéquation avec se permettant une adéquation avec les thématiques. Oui, j'ai retrouvé. Je voulais dire en fait, rien ne vieillit plus vite que le futur, ou plutôt rien ne vieillit plus vite que l'idée qu'on se fait du futur, parce que justement, c'est vrai que le futur tel que rêvé dans les années 80 avec Cyberpunk finalement a pris un méchant coup de vieux. Une chose, oui, que je voulais dire aussi, c'est que je me suis repenché il y a pas longtemps, enfin ça fait quand même 4-5 ans, j'ai encore mes vieilles boîtes des années 80 sur les ordinateurs et les systèmes de communication qui étaient proposés dans les jeux comme Traveller, qui étaient donc des jeux qui se passent en je sais pas en quelle année, 2500 et quelques, ou peut-être même plus, mais finalement c'est totalement dépassé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en 2010, mais peut-être même déjà en 2005, on avait des engins plus puissants, enfin je ne parle pas des vaisseaux spatiaux évidemment, mais je parle des ordinateurs ou des moyens de transmission qui étaient plus développés que ceux proposés dans les jeux, quoi. Même si de temps en temps, alors j'ai pas d'exemple qui me revient en tête, il y a des fois quelques fulgurances, des trucs qui ont été proposés à l'époque comme étant des choses du futur, et finalement ça se réalise un petit peu. Je ne sais plus quel jeu a intégré des espèces de petits boîtiers de commandes qui seront plus tard des portables. Mais tu l'as dans Star Trek, ça. Voilà. Ce sont des choses... Il y a des fois ça marche pas. Et ça ramène à la bonne vieille maxime, ne mettez jamais une date sur la boîte de votre jeu. Sur le titre de votre jeu. Mais Cyberpunk, à la limite, c'est vrai que, comme tu disais, le Wi-Fi a rendu les choses assez obsolètes, les prothèses, les branches, les machins, etc. Mais dans la vision de la société, il y a les méga-corporations toutes puissantes qui dictent les choses au gouvernement, etc. Il y a des choses qui sont un peu plus d'actualité, finalement. Oui, alors, quand même, Cyberpunk, c'est à la fois le courant littéraire comme le jeu de rôle, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des chercheurs s'intéressent, des chercheurs en sociologie et en ethnologie, qui s'intéressent sur l'influence de la littérature sur la manière dont les scientifiques et les techniciens fabriquent le net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des laboratoires, dedans on a des gens de 30, 40 ans ou 20 ans, qui sont des joueurs de jeux de rôle, qui ont joué beaucoup à Cyberpunk, qui ont lu beaucoup de romans, et qui pensent leur programme, et qui pensent leur façon, les objets qu'ils vont nous vendre, en fonction de la manière dont ils ont joué. Donc là, ils sont en train, par exemple, de planter des cartes mémorielles dans des neurones de rats, pour faire revenir des souvenirs de rats. Donc ça c'est intéressant parce qu'eux ils essayent justement de pas aller avec le Wi-Fi, d'implémenter l'ordinateur dans nos crânes. Donc on est vraiment quand même sur un rétrofeedback passionnant, je trouve, c'est très intéressant de voir comment l'art, la littérature, le jeu de rôle modifie très profondément nos vies dans quelques années. Les gens sont influencés par ce qu'ils ont fait quand ils avaient 14-15 ans. Ouais, comme on a pu retrouver rien que dans les automobiles des années 50, tout le design, donc on se faisait des vaisseaux du futur, les ailes de voitures, de Cadillac, etc. Tu as tout à fait raison, la beauté de la science-fiction c'est retrouvée dans les voitures. Et sur le risque d'un jeu qui annonce le futur et qui ensuite peut être
disqualifié en fait par... Discrédité, oui. Ouais. Et c'est le même problème que pour la littérature. Mhm. C'est-à-dire, si tu prends les chroniques martiennes de Ray Bradbury, je ne veux pas dire de bêtises, là je parle un peu de mémoire, mais il me semble que la dernière nouvelle des chroniques martiennes se passe en... Bon, je m'avance un petit peu, mais je crois que c'est 1999 ou une chose comme ça. Et donc il décrit déjà, les personnages sont sur Mars, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette nouvelle qui est magnifique, qui s'appelle Le pique-nique d'un million d'années. Tu peux même prendre, il y a un roman qui s'appelle Le printemps russe de Spinrad, qui raconte l'aventure d'un chef d'entreprise soviétique, et il a été publié 3 ans avant, ou 4 ans, si nous sommes bons, avant la chute du mur de Berlin. Quoi. Donc, c'est vraiment pour ça que la solution est dans la SF uchronique. C'est là où moi j'ai travaillé, que ce soit la brigade chimérique, Warsaw, etc. On est tranquille. Oui, non, mais c'est-à-dire que la SF n'est pas qu'une question de date non plus. Non, oui, Je veux dire, peu importe la date, la beauté du Bradbury ne tient pas au fait que ça se passe en 1999. Mais justement, quand je peux, il m'arrive de rejouer à des jeux d'anticipation des années 80, et pour moi, ils ne sont pas disqualifiés. C'est-à-dire que je ne joue pas comme à une version du futur datée. J'y joue vraiment comme à une réalité alternative. Comme tu fais une chronique. Un futur possible. Quoi, ouais, oui, comme d'aborder aujourd'hui une partie de cyberpunk avec la musique de Billy Idol de l'époque, etc. Waouh, c'est pas mal ça. Il a fait un album qui s'appelle Cyberpunk. Oui, c'est vrai, après avoir fait une partie. Et on pourrait jouer dans cet univers-là sans se moquer finalement, en se disant voilà, c'est un futur tel qu'il pourrait être, c'est la réalité. Mais c'est le postulat du jeu de rôle, c'est accepter le monde tel qu'on le propose, et ces questions-là ne se posent pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gameplays qui vieillissent mal? C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gameplays qu'on a pu apprécier dans les années 80 et on ne pourrait plus jouer maintenant. Le côté de la matrice, c'est vrai qu'un des retours, c'était que c'était des phases interminables. Il y avait un bonhomme qui se branchait dans la matrice et ça pouvait durer 1h30, les autres le regardaient agir. C'était l'intermédiaire du rêve pour ceux qui vont jouer à Rêve de Dragon. C'est pareil, hein, c'est le même principe. Hein, même structure derrière. C'est vrai que voilà, ce dont je souffre maintenant, c'est le côté dépassé de leur gameplay. On est allé vers des systèmes plus innovants, plus légers généralement. Joyeux. Voilà aussi. Enfin, fun. Oui, qui vise moins à simuler quelque chose qu'à provoquer un type d'expérience autour de la table. Plus directement, sans passer par des tableaux à double entrée par exemple. Mais c'est-à-dire que la grande problématique des règles pour les jeux, en gros, on est toujours entre vraisemblance, réalisme et jouabilité, plaisir. Et par exemple, il est évident que pour pouvoir tirer du plaisir d'un jeu, il faut y adhérer un minimum, et donc il faut avoir un minimum de vraisemblance. Mais la vraisemblance des jeux de rôle de SF, je dirais par définition, elle tend à copier la réalité ou copier la réalité telle qu'elle devrait être à un temps donné. Mais il y a des limites, c'est-à-dire qu'aussi, effectivement, je reparle aujourd'hui de Space Opera, mais il y avait eu une version dont j'ai oublié le nom, la post-apocalyptique, avec le même système de règles, je ne sais plus comment ça s'appelle. Aftermath, merci. Où justement, j'allais dire, le jeu de rôle, les règles étaient si réalistes, où elles se voulaient si vraisemblables, que ça devenait absolument injouable. De même, il y a des systèmes plus légers, qui sont, à mon goût, mais c'est toujours une affaire de goût, beaucoup trop légers et du coup trop vraisemblables, parce qu'il y a des tas de trucs qui ne sont pas, de toute façon, la quête du réalisme, à mon avis, elle ne doit absolument pas dicter le gameplay, parce que c'est toujours une vision qu'on a du réalisme et de l'emprise et des pouvoirs que les joueurs peuvent avoir sur l'histoire. Et bon, voilà, c'est pas... Après, c'est vrai que c'est deux tendances assez fortes qui est il y a plusieurs tendances dans le jeu de rôle et dans ce qu'on veut obtenir de l'activité. Il y a une tendance, on est quasiment dans le domaine de la caricature, qui est le simulationnisme, qui consiste vraiment à essayer d'aller... et typiquement, la SF, le jeu de rôle SF, s'y prêtait beaucoup. Quand on allait dans la hard science, on avait des encyclopédies, pour le coup, assez denses. Et puis, il y a le narrativisme, qui va plutôt mettre des outils au service de l'histoire, proposer des outils au service de l'histoire, donc avec des systèmes plus légers, souvent plus innovants, mais encore une fois, ça ne sert pas le même objectif et on ne peut pas juger l'une par rapport à l'autre. Voilà. L'idéal, c'est d'articuler les deux de toute façon. Je pense que c'est un autre débat. C'est un autre débat, et peut-être avez-vous déjà envie de poser des questions. On a beaucoup parlé, on est passé d'un sujet à l'autre, et c'est un petit peu votre tour. Quelque chose auquel on n'a pas fait référence par rapport à ces vieux jeux. Oui, normalement, la voix elle porte. Oh, ça marche bien, ça devrait marcher. C'est les illustrations. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, j'ai des souvenirs nostalgiques de vieux jeux de SF. Quand je les ressors des cartons, quand je retombe dessus, et que je vois certaines illustrations,
j'ai un peu peur. Ça fait mal. Et je pense que dans l'idée de faire des nouveaux jeux de SF, il y a aussi ce travail graphique qui est super important à mon sens, parce que on le voit dans les boutiques de jeux de rôle quand celles qui restent, ce que les gens font, c'est qu'ils feuillettent, donc ils lisent pas le texte, hein, ils regardent les images. Et ça serait intéressant d'avoir le point de vue d'un graphiste. Mais en Empire Galactique tient bien la route, justement. Pour des illustrations, c'est rigolo parce qu'on en parlait hier. Il y a des jeux, bon, c'est pas propre à la SF, mais même la fantasy. Si vous prenez le premier livre de Manuel des monstres d'ADD, on se demande comment ils ont pu publier un truc pareil. C'est monstrueux. Mais même dans les années 80. Dans les années 80, il y a des illustrations qui m'avaient fait rêver pour Dragonlance et autres. C'est vrai qu'elles étaient c'était magnifiques, Deadmore, Parkinson et autres. Aujourd'hui, je les aime encore, mais je trouve qu'elles ont pris curieusement un petit coup de vieux. Comment faire pour qu'une illustration dure? De toute façon, au même titre que l'illustration de couverture de roman, ça vieillit très, très rapidement, surtout dans le domaine de la hard science. C'est vraiment sans doute le domaine qui va vieillir le plus vite. Alors pour y remédier, moi j'essaye de me documenter, je m'intéresse énormément aux technologies qui avancent, quoi. Donc peut-être que j'adapte aussi mes illustrations à ça. Il y a certaines machines que je ferai différemment maintenant qu'il y a 20 ans, quoi. Parce que je me suis documenté sur la robotique, sur l'informatique, sur pas mal de choses, quoi. Donc il y a différentes... ça se dessine différemment, quoi. Voilà. Ça me fait penser à autre chose à propos d'illustration. Il y a un illustrateur qui était là parmi nous, enfin qui n'est pas ici dans la salle, qui s'appelle Nicolas Fructus, qui fait des bandes dessinées, qui a beaucoup fait d'illustrations de jeux de plateau et tout ça. Et Nicolas Fructus avait fait, je crois que c'était en l'an 2000, il avait fait une affiche pour une exposition au Centre National des Arts et Métiers sur les différentes vies du livre. Et donc il avait montré sur son affiche, il avait montré des tablettes en pierre, hein, sur lesquelles on écrit au ciseau, il avait montré des incunables, il avait montré des livres. Et puis la dernière étape, c'était en 2000, sauf erreur, il n'y en avait pas, il avait montré vraiment des livres numériques, c'est-à-dire que, les livres numériques, des Kindle, des iPads, c'est-à-dire que quand vous regardez son affiche qui date de 2000, vous avez un truc, c'est un iPad. Et là, vraiment, sauf erreur, ça n'existait pas du tout à l'époque, et Nicolas il avait dit oui, mais c'est une évolution logique, finalement, il avait perçu en 2000 quelle allait être l'évolution logique là-dessus, c'était pas trompé. Il a pompé sur Star Trek. Alors c'est possible. Vous pourriez nous préciser quelle est l'égide, je sais pas si c'est le ministère ou ceux qui ont créé le CNJ un peu. Parce que comme vous l'intitulez au Centre National, comme il y a un Centre National de la danse. Je vais être obligé de rentrer dans des détails pas forcément élégants. Comment dire? En fait, à la base, c'est une association qui est la Ludothèque de Boulogne-Billancourt. Un projet a été proposé en fait pour devenir Centre National du Jeu, ce qui impliquait en fait une diversification des missions et aussi de plus grandes capacités d'accueil. Le projet a été voté, puis les choses se sont compliquées et on n'a pas eu l'espace que nous aurions dû avoir en fait. Ce qui fait que le nom a été gardé parce que après 5 ans de communication, c'est dur de revenir en arrière. Concrètement, on fonctionne encore largement comme une ludothèque, bien qu'on ait un fonds de jeu assez important qui nous permet de temps à autre de faire des expositions, comme on en fait une actuellement donc, au CEL. On a également d'autres activités qui sont pas liées directement aux activités typiques de ludothèque, mais sur les concours de création de jeux et ce type de choses qui nous éloignent de la logique des ludothèques et pour lesquelles on tient quand même à garder un nom différent. Voilà. Une question qui rebondit sur deux idées que vous avez énoncées, à savoir le fait que la SF vieillit vite et que le côté non, enfin, le fait que les auteurs de SF, enfin, on peut les... J'ai dit que c'était un genre contraint par le temps. Oui, mais en même temps, ça a les œuvres fondatrices, je pense à 1984 par exemple, ou les œuvres de Jules Verne. C'est pas une œuvre fondatrice, 1984. Non, pas fondatrice, mais... Importante. Importante, pardon. Ou les certaines œuvres de Jules Verne dans Paris au XXe siècle, qui sont datées et qui pourtant, quand on les lit, sont toujours actuelles. Finalement, ce qui fait leur actualité encore, c'est la réflexion qu'elles amènent.
et qu'elles amènent nous amènent à nous poser des questions sur notre époque d'aujourd'hui. Et peut-être que ça s'opposerait pas au côté ludique, qui est plutôt le côté où on lâche le cerveau des fois. Et est-ce que le problème ne serait pas là? C'est une question. Alors, les joueurs de jeux de société aiment souvent se prendre la tête. Oui, parce que ils lâchent pas trop leur cerveau. Non, forcément, c'est plutôt philosophique. Sur des mécaniques et des thématiques. Alors, sur des mécaniques et des thématiques, dans le domaine du jeu de rôle, voilà. Oui, là, ça Mais moi, ce que je pense, c'est que les mécaniques sont des thématiques. Depuis longtemps. Elles fonctionnent ensemble, je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est que l'intuition que j'ai, c'est que pourquoi le ludique aujourd'hui fonctionne, pourquoi il se répand partout dans nos cultures, que ce soit par le jeu vidéo, que ce soit par le jeu de plateau, même par le jeu de rôle, mais ça reste encore très minoritaire, et un peu partout à travers la planète. Hein. Je veux dire, les Japonais jouent aux jeux vidéo, c'est eux qui ont en partie inventé la culture du jeu vidéo, les Chinois jouent maintenant beaucoup aux jeux vidéo, donc on a une... voilà. Et donc, je pense que le jeu, enfin les règles de jeu sont un moyen de comprendre le monde, de le tester, et donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans nos cultures, qui sont ces pratiques ludiques. D'ailleurs, dans le travail, c'est en train d'arriver. C'est ce qu'on appelle la ludification du monde, ou gamification, avec ce qu'on appelle les serious games, de plus en plus, quand vous faites des stages de ressources humaines, quand vous êtes recruté, ou des choses de ce type-là, vous passez par des systèmes de jeux vidéo. Donc, qui utilisent des technologies de jeux vidéo, mais aussi du gameplay de jeux vidéo, pas juste de l'informatique, mais aussi du gameplay. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre lancer un dé, c'est faire sens dans le monde, pour parler rapidement. C'est-à-dire que c'est pas juste on s'amuse. On s'amuse, et ça c'est cool, ça c'est bien, et ça c'est vraiment notre passion pendant des années, mais en même temps, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur le hasard au milieu de la littérature. Ça veut dire quelque chose. Frédéric, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est évidemment tout art est indissociable de sa technique. Mais c'est valable pour le jeu, c'est valable pour le cinéma. Je crois que c'est Godard qui disait qu'un travelling est un acte politique. C'est valable pour l'écriture, c'est-à-dire qu'un écrivain, quelle que soit la thématique, quelle que soit l'histoire, il doit aussi réfléchir à ses outils, c'est-à-dire à sa langue, à ses virgules, à sa ponctuation. J'espère que je ne vais pas enfiler des perles, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le ludique, personne ne le pense réellement. Il n'y a pas quelques penseurs qui le pensent en mathématiques, sur la théorie des jeux, etc. Mais il y a, en philosophie, par exemple,